Bonjour, nous allons maintenant parler des tumeurs de la fosse postérieure. C'est un vaste sujet et donc nous allons voir ici le premier volet d'une série de 4 vidéos courts qui ont trait aux tumeurs de la fosse postérieure. On va commencer par la présentation clinique. Comme vous le savez tous, l'enfant n'est pas un petit adulte. La présentation clinique, elle est particulière, parfois très inhabituelle. Et nous allons donc commencer par étudier les particularités de l'enfant. Donc tout d'abord, les tumeurs de fosse postérieure, elles sont d'une grande fréquence. C'est la plus fréquente des topographies des tumeurs du système nerveux central, qui sont elles-mêmes les plus fréquentes des tumeurs solides de l'enfant. Le plus souvent, ce sont des tumeurs primitives. L'enfant, il est caractérisé par une immaturité cérébrale avec une hydrodynamique qui est précaire, avec facilement une hydrocéphalie. Par ailleurs, il a une neuroplasticité puisque c'est un cerveau en devenir, et avec donc une récupération possible de déficits qui sont irrécupérables chez l'adulte. Mais en même temps, le cervelet, il a un rôle développemental, c'est-à-dire que s'il y a une lésion du cervelet qui survient dans la petite enfance, elle est tout à fait susceptible d'entraîner des troubles neurodéveloppementaux qui peuvent être sévères. Et ce cerveau qui est immature, il va être vulnérable en particulier à l'irradiation, c'est-à-dire que si on est obligé d'irradier des petits-enfants, on sait qu'il y a un risque de séquelles neurodéveloppementales qui est d'autant plus important que l'enfant est jeune. Et puis, il faut chercher souvent chez l'enfant, dans ces tumeurs primitives, un certain nombre de prédispositions tumorales. Ici, on a un certain nombre de Gorlin qui s'était associé à un méduloblastome, donc c'est une mutation patch. Et on a également des NF1, des NF2, des mutations SMARC-B1 associées à des ATRT, MMRD associées à des gliome de haut grade, mutation P53, et on n'arrête pas d'en découvrir de nouvelles. Donc il faudra souvent se poser la question d'un arrière-plan génétique chez ces patients. Alors, tout d'abord, dans la clinique, c'est l'HTIC. Le plus souvent, c'est une hydrocéphalie obstructive. Donc, on va examiner le périmètre crânien, les fontanelles, les sutures. On peut trouver une expansion des sutures importante, comme on voit ici à droite, ce qui posera des problèmes pour l'endoscopie, pour la ventriculo. On voit donc une augmentation du périmètre crânien chez le petit nourrisson. Donc, quoi qu'il se passe, il va falloir faire de l'imagerie quand on voit ce genre de courbe. Là, quand la courbe revient vers la normale, c'est parce qu'on a traité l'hydrocéphalie et avec un peu de chance, ça cause. Ensuite, on a le strabisme par cis bilatéral. Le cis bilatéral, il est dû à une mise en tension du nerf abducens, qui a un trajet quasiment vertical. Il faudra savoir distinguer ça d'un strabisme du nourrisson, qui est assez banal, hein, qui est dû à l'immaturité visuelle. Et puis l'hypertension intracrânienne, ce qui est particulier de l'enfant, c'est qu'elle est tout à fait aspécifique. L'enfant, très souvent, il ne se plaindra pas de mal de tête. Il va avoir une asthénie, des troubles de vascularité. C'est quelque chose qui est assez sensible, mais totalement aspécifique. N'importe quelle maladie chronique de l'enfant pourra se manifester par des difficultés scolaires. Et puis, parfois, les difficultés scolaires, elles peuvent être dues à l'HTIC. Ici, c'est une grande fille qui avait une tumeur du cervelet révélée par une HTIC avec, on voit ici cet œdème des nerfs optiques avec en fait une nécrose de la papille des nerfs optiques. Elle était aveugle et en plus, elle se faisait harceler à l'école parce qu'elle marchait de travers. Du coup, il lui faisait des croche-pieds pour la faire tomber. Et puis, donc, ça, c'est une illustration de la paralysie du nerf abducens bilatéral liée à l'HTIC. Alors, l'HTIC, par hypertension de la fosse postérieure, elle peut être à l'origine d'un engagement tonsillaire, un engagement radiologique qui est fréquent, qui heureusement est rarement clinique, qui peut être précipité par une ponction lombaire intempestive. Hein. Donc, la photo que j'ai montrée, c'est un enfant qui a vu une ponction lombaire. C'était certainement pas un service à lui rendre. Donc, l'engagement tonsillaire, ça se manifeste par des troubles de conscience, une posture en opistotonose, hein, une hypertension des muscles postérieurs, une bradycardie, un arrêt respiratoire. Bref, c'est un état pré-mortem, c'est une extrême urgence. Il y a une forme mineure de cet engagement tonsillaire, c'est le torticolis. C'est quelque chose qui peut passer pour banal chez un enfant. On pense à un torticolis d'origine ophtalmique ou à un torticolis rotatoire comme un syndrome de Grisel. En fait, ici, ce petit garçon, il avait un épendymome de la fosse postérieure. On voit ici à l'ouverture de la fosse postérieure cet épendymome qui sort sous pression. Donc, on comprend qu'il essayait de tourner la tête de façon à désengager autant qu'il pouvait ses tonsilles cérébelleuses. Donc le diagnostic différentiel, c'est le torticolis rotatoire bénin. Et il y a quand même un indice dont il faut se méfier, c'est qu'il y a peu de rotation, il y a surtout une inclinaison latérale.
Le syndrome cérébelleux, donc ça c'est le signe de l'atteinte du cervelet. On a ici cette grande fille de 4 ans qui marche très très mal, qui est très hypotonique, qui a un élargissement du polygone de sustentation et qui n'a pas du tout une marche de son âge. Au pire, on peut voir des enfants qui perdent la marche, qui avaient commencé à marcher et puis qui se retrouvent tellement hypotoniques qu'ils ne tiennent plus debout. Et puis, le syndrome cérébelleux, c'est également l'atteinte cinétique. On voit ici, c'était une grande fille, une ado, qui avait une tumeur qui était implantée sur le pédoncule cérébelleux. Donc, il y a certaines topographies du cervelet qui sont plus sensibles que d'autres. Et on voit son écriture qui est totalement un trouble de l'écriture qui traduit donc cette ataxie cinétique. Et puis, en post-opératoire, elle avait été nettement améliorée, comme on le voit sur le cours suivant. Et donc, comme je l'ai dit, chez le nourrisson, cette ataxie cérébelleuse, en fait, elle se manifeste par une régression et une perte de la marche. Et puis, on peut avoir des signes de localisation, donc des signes d'atteinte des voies longues, donc une spasticité, un déficit, et puis une atteinte des nerfs crâniens qui peut, alors là, on peut retrouver le 6 non pas en tant que signe d'HTIC, mais en tant que signe de localisation. Hein, vous voyez cette petite fille qui fait un sourire en coin parce qu'elle a une paralysie faciale et qui a également une déviation du nerf de l'œil gauche vers la droite par paralysie de l'abducens. Donc 6 et 7, c'est vraiment très évocateur d'une atteinte du tronc. Et puis cette grande fille en haut, elle avait une déviation de la langue, qui avait une paralysie du 12 du côté gauche, hein, la langue est déviée du côté paralysé. On peut avoir des fasciculations. Et puis, comme signe de localisation, on a des choses très particulières à l'enfant. Ce sont des troubles de l'alimentation et une stagnation pondérale. C'est le syndrome de Russell. En fait, Russell avait décrit cette dénutrition d'origine neurogène, pas seulement dans des tumeurs de la région hypothalamique, mais également dans des tumeurs du tronc. Et ça, c'est un bébé qui avait une stagnation du poids depuis l'âge de ses 6 mois, et chez qui le diagnostic a été fait alors qu'elle avait déjà 1 an et demi. Et on voit une récupération qui peut être tout à fait spectaculaire en post-opératoire. Alors, on peut relier, donc c'est satisfaisant intellectuellement de relier la sémiologie à l'anatomie. Hein, donc, sur le tronc cérébral, c'est une structure qui contient un très grand nombre de structures très importantes. Donc, en particulier, au niveau du tectum, on a tout ce qui est l'oculomotricité, les paralysies de fonction, des choses très complexes en neuro-ophtalmologie. Ici, sur le plancher du V4, on a le noyau du nerf facial, donc qui peut donner une paralysie faciale de type périphérique. Juste en dehors, on a le noyau du 6, donc on va avoir également une paralysie du 6 en tant que signe de localisation. On a une atteinte du pédoncule cérébelleux qui va nous donner une ataxie, comme je l'ai montré ici, cette grande fille qui écrivait très mal et qui a bien récupéré avec un peu de chance. Ici, on retrouve les stries acoustiques, donc on peut avoir des troubles de l'audition. En pratique, on a quand même très rarement des troubles de l'audition avec les tumeurs du V4 qui pourtant laminent le plancher du V4. Et puis, le nodulus et l'area postrema, ce sont des structures qui sont très impliquées dans les réflexes de vomissement. Donc, c'est un problème qui est important chez ces patients qui ont souvent des vomissements récurrents, avec un état de dénutrition au moment du diagnostic et un état qui va souvent pas tellement s'améliorer par la suite. Et l'alimentation, ça reste un problème. Et ces patients-là, souvent, passent un certain temps avec une sonde gastrique pour les alimenter quand ça n'est pas une gastrostomie. Et puis dans la moelle allongée, alors là, on a des centres qui régulent les fonctions neurovégétatives, avec en particulier le contrôle tensionnel. Donc quand on opère dans ces régions-là, on peut voir une hypertension artérielle ou une hypotension, une bradycardie. La sémiologie de cette région, ça va comprendre également des apnées, donc particulièrement menaçants sur le plan vital, et puis des hoquets qui peuvent être très rebelles. Alors les nerfs mixtes, classiquement, ce sont les nerfs 9, 10 et 11. Donc, ils sont mixtes parce qu'ils ont la particularité d'avoir une composante somatomotrice, viscéromotrice, viscérosensitive et somatosensitive. Donc, on détaille le territoire de somatomoteur, viscéromoteur, viscérosensitif et somatosensitif des différents nerfs crâniens, les 9, 10, 11, qui sont globalement les nerfs mixtes. Mais finalement, on a également le nerf facial, qui est un nerf mixte, puisqu'il a un territoire somatomoteur, mais également viscéromoteur avec la parotide, viscérosensitif avec la sensibilité gustative de la langue, une partie de la langue, et somatosensitive avec la zone de Ramsay-Hunt, avec le 7 bis. Et puis le 5, c'est également un nerf mixte, puisqu'il a une fonction somatomotrice, la mastication, et viscéromotrice, la glande sublinguale.
Et puis le nerf oculomoteur, il a lui aussi un territoire viscéromoteur. Donc vous voyez que ce caractère de mixité du nerf, il n'est pas limité au nerf 9, 10, 11. Les troubles oculomoteurs, ils peuvent être complexes. Ce n'est pas seulement les mouvements des yeux, mais c'est également des mouvements oculocéphalogiques. On voit chez ce bébé qui avait cette lésion bulbaire, qui était, bulbomédulaire, bulbo-protubérantiel, pardon, qui se manifestait par ces troubles, des troubles alimentaires également, des troubles visuels, et puis également une stagnation de sa courbe de poids. Ici, on peut avoir des troubles moteurs un peu particuliers, comme on voit chez cette grande fille qui a ce qui ressemble à un flapping trémor, en rapport avec une lésion du pédicule cérébelleux, du pédicule cérébral. Alors, il y a un caractère cérébelleux, très, très net, et une atteinte qui est beaucoup plus nette du côté gauche, évidemment. Et bon, c'est quelque chose de très particulier dans cette lésion du mésencéphale. Et puis, on a des enfants qui sont apparemment polysymptomatiques. Là, c'est une petite fille qui avait quand même un petit retard d'acquisition et puis qui a une IRM en raison d'un torticolis. Et elle a toujours une inclinaison de la tête, une posture qu'elle maintient comme ça en permanence. Et l'IRM a montré une tumeur qu'on a opérée, c'était un astrocytome pilocytique. Et puis, on a des tumeurs qui sont totalement asymptomatiques, qui sont découvertes de façon fortuite. Ici, c'est une grande fille de 17 ans qui avait des malaises atypiques depuis 2 ans, des malaises peu fréquents, aucun symptôme entre les malaises. Et puis, les malaises, on avait très bien éliminé leur caractère neurologique. Et puis, malgré tout, l'IRM a mis en évidence cette tumeur qu'il a bien fallu opérer, puisque c'était manifestement un épendymome qui a pu être enlevé de façon totale et avec des suites simples. Elle a ensuite été irradiée. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est une chance ou un malheur d'avoir découvert cette tumeur? Ben, moi, je pense que c'est plutôt une chance de l'avoir découverte avant que ça soit plus compliqué à retirer et à guérir. Donc voilà, en conclusion, il faut insister sur la fréquence des tumeurs de la fosse postérieure chez l'enfant, sur le caractère souvent stéréotypé de la présentation clinique. On a une ataxie plus une paralysie du 6, plus une paralysie du 7 qui arrive depuis une quinzaine de jours. C'est typiquement un gliome infiltrant du tronc cérébral. Une ataxie avec une HTIC, ça fait penser à une tumeur du 4e ventricule. Et puis, on a des présentations atypiques, des difficultés scolaires, régression motrice et découvertes fortuites. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt sur le site pour la suite du programme sur les tumeurs de la fosse postérieure.